Il existe un complot islamiste pour contrôler la France. Il faut qu'on parle du fameux rapport « Les frères musulmans et islamisme politique en France ». Ce rapport tente de montrer les actions d'une organisation islamiste et politique qui voudrait prendre le contrôle du pays. Retailleau parle même d'un islamisme à bas bruit qui se répand en tentant d'infiltrer les associations sportives, culturelles, sociales ou autres, et dont l'objectif ultime est de faire basculer toute la société française dans la charia. Sur mon compte, on parle en général de philosophie et de religion, et ça me semblait important d'aborder ce sujet. Alors, cet islamisme qui veut prendre le contrôle de la France, qui ça concerne? Parce que, vu la tollée médiatique, ça doit sûrement être des milliers de personnes cachées partout en France, dans les institutions. 400 personnes. Oui, c'est ce que dit le rapport. 400 personnes, ce serait le noyau dur de l'association Musulmans de France, qui est une association héritière des frères musulmans. Et oui, le document estime que 10% des lieux de culte ouverts dans la période 2010-2020 sont affiliés à ce groupe, ce qui correspond à une moyenne de 91 000 fidèles les vendredis, ce qui représente 1,2% des 7,5 millions de musulmans en France. Et pourtant, la partie se nomme un acteur majeur du culte musulman. 1%. Il faut aussi préciser qu'une personne qui fréquente une mosquée n'est pas forcément d'accord avec les fondateurs de la mosquée ou l'association derrière. Le plus souvent, les gens se rendent dans un lieu de culte parce que c'est le plus proche de chez eux. C'est aussi simple que ça. Et ce chiffre de 91 000 fidèles, c'est le vendredi, le jour le plus important où même les musulmans les moins pratiquants font l'effort d'aller à la mosquée. Donc, on parle de 1,2% des musulmans, et c'est sûrement moins en prenant en compte ce qu'on vient de dire. Et pourtant, on en parle comme si les frères musulmans contrôlaient la moitié du pays et avaient créé une république islamique. Et ça, c'est quelque chose de très important à garder en tête, parce que c'est cette exagération qui justifie toutes les remarques et mesures discriminatoires et ou racistes qu'on entend aujourd'hui. Il faut aussi dire que le Conseil de défense et de sécurité nationale reçoit des rapports toutes les semaines dans le plus grand des silences. En général, tout le monde s'en fout. Mais pour ce rapport, tout le monde en parlait avant sa sortie, des extraits ont fuité dans la presse, et on en parle comme d'un rapport choc. Surtout qu'il était censé être classifié, c'est-à-dire ne pas sortir publiquement, mais que le ministre de l'Intérieur Retailleau a fortement insisté pour qu'il soit déclassifié. Lui qui ne cache plus ses ambitions présidentielles et qui tente de gratter des voix à l'extrême droite. C'est juste la continuité de sa communication. Enfin, pour constituer ce rapport, on a mené des études, des statistiques, on a demandé l'analyse d'experts. On a par exemple Franck Frégosi, politiste et expert de l'islam de France, qui a été sollicité et qui se questionne sur le document qu'on lui a présenté. Il dit, je cite, « La version que j'ai pu consulter m'interroge. Est-ce le rapport tel qu'il a été écrit par les rapporteurs, ou cette version a-t-elle été retouchée sous l'influence du politique ?» Avec tout ça, on comprend que les faits sont beaucoup moins impressionnants que ce qu'on nous vend depuis quelques jours. Donc, de quoi ça parle? On va revenir sur quelques points. Le document parle d'écosystèmes au plan local. Ces écosystèmes encadrent la vie du musulman de sa naissance à sa mort, constitués autour d'une mosquée, offrant généralement des cours d'éducation coranique, avec des commerces communautaires ou des activités sportives, avec la volonté d'investir le champ de l'enseignement privé. J'ai fréquenté différents lieux de culte, par exemple des églises protestantes, et pour ces gens-là, et comme un tas d'autres communautés religieuses, la vie s'organise autour du culte. Ils ont des cours bibliques toutes les semaines, ils organisent des activités entre membres de l'église, et on les voit même évangéliser. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, évangéliser, c'est apporter la bonne parole, c'est-à-dire qu'ils sortent dans la rue, arrêtent les gens pour leur parler de Jésus. Est-ce qu'on entend parler d'un entrisme ou d'une menace pour la République? Non. Alors que c'est exactement ce qui est décrit dans le document pour les musulmans. On parle aussi des établissements scolaires. Le rapport parle de 21 établissements qui étaient identifiés comme liés à la mouvance frériste. Je vais prendre l'exemple de l'établissement privé Averroès, puisqu'il est cité dedans. Très bon résultat, pas de grabuge, et il risque de perdre son contrat avec l'État à cause de son lien avec la mouvance. Alors que le rapport dit lui-même, les enfants scolarisés dans ces établissements n'y sont pas, loin s'en faut, par des parents affiliés à la mouvance. Un grand nombre d'entre eux recherchent davantage l'excellence scolaire que proposent les écoles fréristes que son caractère propre. On pourrait dire que ça reste du communautarisme et qu'ils font bande à part. Bah oui, mais vu que les politiques passent leur temps à interdire des vêtements dits islamiques, comme la abaya, et que certains veulent même interdire le voile dans le sport, les universités, dans l'espace public, le message qu'entendent ces gens, notamment les femmes, c'est « ils ne veulent pas de nous ». Donc ils vont dans des endroits où leur liberté et leurs choix sont respectés. De l'autre côté, des établissements comme Stanislas ou Betaram, avec des abus physiques et psychologiques prouvés,
continue de fonctionner sans souci. Enfin, à la suite de ce rapport, Gabriel Attal propose une mesure choc, interdire le voile aux filles de moins de 15 ans. Il veut donc oppresser l'ensemble d'un groupe à cause des agissements presque invisibles de quelques individus. C'est le principe même de la discrimination. Son argument principal, c'est de dire que les jeunes filles qui portent le voile, ce n'est pas un choix libre et éclairé. Et sur ça, on peut être d'accord. En fait, c'est normal. Quand t'es un gosse, tu suis les habitudes et les croyances de tes parents. C'est le principe de l'éducation. On se construit un avis petit à petit, en prenant de l'âge et en découvrant le monde. Mais si on suit sa logique, qu'en est-il des enfants baptisés ou qui font le catéchisme? Ce n'est pas un choix libre et éclairé. Les petits garçons qui portent la kippa, ce n'est pas un choix libre et éclairé non plus. Ils sont trop jeunes. Alors pourquoi, pour eux, on ne parle pas d'endoctrinement ou de pression psychologique? J'ai conscience que c'est une mesure pour faire parler, mais admettons que ça passe. Qu'est-ce qui va se passer? La police va contrôler l'âge des jeunes filles dans la rue? Et si elles ont moins de 15 ans, il va se passer quoi? Ils vont mettre des amendes? Ils vont les forcer à retirer le voile? Ils vont les emmener au commissariat? On est sur une pente très glissante, les amis. Il y a clairement une ligne qui s'est dessinée, et c'est de la discrimination pure et simple contre les musulmans de France. Le rapport parle d'1% des musulmans, mais on assiste à une opération de communication sans précédent, comme si la France entière était en danger. Évidemment, je ne nie pas que ces mouvances existent. Je dis juste que l'attention qu'on leur accorde est disproportionnée par rapport à la réalité, et que ça sert plus un agenda politique qu'autre chose. Comme on l'a vu au début, tout a été calculé pour faire du bruit. Alors, posons-nous les bonnes questions. Que dit vraiment l'information? Qui l'utilise? Dans quel but? Enfin, je voudrais souligner l'intégrité de Gabriel Attal et du ministre Retailleau, qui, simplement pour exister politiquement, pour tenter de gratter quelques points de popularité auprès des électeurs RN, sont prêts à abîmer les conditions de vie de millions de personnes. Mettre en danger la dignité et l'intégrité des gens pour un but si futile, c'est honteux.